8h32 sur BFM TV et RMC. Merci d'être avec nous, Patrick Stefanini. Bonjour. Bonjour. Je le disais, vous êtes l'un des grands spécialistes de l'immigration en France. Vous avez publié ce livre, Immigration, ces réalités qu'on nous cache, aux éditions Robert Laffont. Et vous avez été aussi secrétaire général du ministère de l'immigration et de l'identité nationale. C'était sous Nicolas Sarkozy. Près de 15 ans après la disparition de ce ministère, la question migratoire reste au centre du débat politique. Elle va sans doute d'ailleurs s'inviter dans la visite d'État d'Emmanuel Macron au Maroc, où il se rend tout à l'heure avec le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, avec ce sujet des OQTF, les obligations de quitter le territoire français, qui avait été remise en lumière il y a quelques semaines après ce drame, le meurtre de Philippine, étudiante à Paris, qui avait croisé le chemin d'un sans-papier marocain précisément soumis à une OQTF. Que peuvent dire Emmanuel Macron et Bruno Retailleau aux autorités marocaines? Que peuvent-ils faire pour faire en sorte que ces OQTF ou que ces laissez-passer consulaires soient davantage transmis par les autorités marocaines? Alors d'abord, il faut rappeler que dans les pays d'origine de l'immigration en France, le Maroc est à la première place. Ce que peut-être nos concitoyens ne savent pas. C'est du Maroc que viennent les étrangers en nombre le plus important, suivi immédiatement après de l'Algérie, puis de la Tunisie. Donc ça veut dire que les 3 pays du Maghreb représentent un tiers de l'immigration légale en France. Et par ailleurs, à ma connaissance, ces 3 pays représentent à peu près les 2 tiers des éloignements de clandestins. Donc ça veut dire que la question en effet des OQTF va s'inviter dans cette visite. Alors en même temps, c'est une visite d'État qui a pour objectif d'aboutir à la signature de contrats qui étaient en cours de négociation depuis des mois ou des années parfois. Donc la question migratoire passera en second plan, c'est ce que vous êtes en train de me dire? Non, ou en tout cas, dans ce type de visite, on n'insiste pas sur les points, compliqués? Je pense que la visite, elle sera équilibrée, que ça sera l'occasion, en tout cas je l'espère, pour Bruno Retailleau, de dire au ministre de l'Intérieur du Maroc quelles sont ses attentes. Et c'est vrai que quand on compare le nombre de visas qui sont accordés chaque année à des ressortissants marocains, 200 000, je crois que c'est de l'ordre de 200 000. Et le nombre d'éloignements forcés, c'est moins de 2000. C'est vrai qu'il y a une forme de déséquilibre. En tout cas, ce dont il faut se réjouir, c'est du rétablissement de relations normales, de relations diplomatiques normales avec le Maroc, qui est un grand pays. Nous avons besoin de coopérer avec ce pays dans tous les domaines, y compris le domaine des OQTF. Ce que j'espère simplement, c'est que cette visite ne se traduira pas par une dégradation forte de nos relations avec l'Algérie. Parce que si on perd avec l'Algérie ce qu'on gagne avec le Maroc, on sera passé à côté du sujet. Et au global, la question migratoire ne sera pas réglée, si je comprends ce que vous êtes en train de me dire, Patrick Stefanini. De manière plus générale, il faut bien mesurer que la question de l'immigration, c'est une question où la France peut prendre des décisions seule, dans un certain nombre de domaines. Mais dans beaucoup d'autres domaines, nous dépendons des autres. Nous dépendons des pays d'origine ou des pays de transit avec lesquels il faut que nous nous efforcions d'avoir de bonnes relations. Je crois que ça fait partie des objectifs de Bruno Retailleau, il l'a bien compris. L'exemple aussi de ce que fait Giorgia Meloni en Italie, alors avec des succès variables, mais Giorgia Meloni, elle a bien vu. La chef du gouvernement italien, pour nos auditeurs. La chef du gouvernement italien, quand elle a pris ses fonctions il y a maintenant 1 an et demi ou 2 ans, elle s'est bien rendue compte très vite que si elle ne réussissait pas à négocier d'une part avec la Tunisie et d'autre part avec la Libye, qui sont les 2 pays qui se trouvent sur ce qu'on appelle, les experts appellent ça la route de la Méditerranée centrale. C'est-à-dire qu'il y a, chaque année, il y a des centaines de milliers de migrants qui prennent cette route, c'est-à-dire qui montent dans des bateaux, à destination de la petite île italienne de Lampedusa. Et ils partent soit des côtes libyennes, soit des côtes tunisiennes. Et évidemment, si on veut tarir ce flux, il faut notamment négocier avec les pays de transit que sont la Libye et la Tunisie. Mais pour bien comprendre, Patrick Stefanini, quelle solution, quels mots peuvent utiliser le ministre de l'Intérieur et le président de la République? Vous venez de dire 2 choses, un nombre de visas importants accordés au Maroc au regard des réadmissions de sans-papiers visés par des OQTF. Et vous dites également qu'il faut dialoguer avec ces pays. Et ce sont au fond les 2 lignes que l'on retrouve au gouvernement. Bruno Retailleau qui veut serrer la vis sur la question des visas.
le ministre des Affaires étrangères qui dit ce n'est pas une transaction, il faut du dialogue. Est-ce que la fermeté l'emporte sur le dialogue? Est-ce que c'est le dialogue qui l'emporte sur la fermeté? Qu'est-ce qui fonctionne en la matière? Il faut faire les deux. Il faut se fixer un objectif clair qui est d'améliorer le taux d'exécution des reconduites frontières, des OQTF. Il est aujourd'hui trop faible en France. Je signale au passage... Il est de 7% environ en France, selon les évaluations. Allez, on va dire qu'il est de l'ordre de 10%. Il a progressé au premier semestre de cette année. Et il faut en rendre grâce à la loi que Gérald Darmanin a fait voter, qui a permis de lever un certain nombre de mesures qui freinaient les expulsions et de façon plus générale les éloignements du territoire. On est passé de 10 à 15% au premier semestre. Et paraît-il, on a même atteint le taux de 20% au mois de juin. Donc, ça montre que quand on modifie la loi, quand on prend des mesures pertinentes, on peut obtenir des résultats. Mais fondamentalement, il faut surtout que les pays d'origine acceptent de reprendre leurs ressortissants qui sont en situation irrégulière sur notre sol. Il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas. En tout cas, si nous n'avons pas de difficultés diplomatiques sérieuses avec ces pays, si ces pays ne décident pas de prendre en otage la question des OQTF, parce que sur un autre sujet, nous ne leur avons pas donné satisfaction, vous verrez que les choses s'amélioreront. Et de ce point de vue-là, j'ai toujours dit que l'action du seul ministre de l'Intérieur ne suffirait pas. Il faut qu'il soit épaulé par le Premier ministre et par le Président de la République. Michel Barnier et Emmanuel Macron doivent s'emparer un peu plus de cette question-là. Bien sûr, et je me réjouis que cette visite de Bruno Retailleau prenne place dans le cadre d'une visite d'État pilotée par le Président de la République. Vous dites qu'il faut améliorer le taux d'exécution des OQTF. Paradoxalement, lorsque vous avez été interrogé, par exemple, sur l'idée d'expulsion systématique que propose le Rassemblement national, vous avez dit, attendez, 100% d'exécution, il ne faut pas s'illusionner, on n'y arrivera pas non plus. Oui, d'abord parce qu'il y a des pays d'origine qui connaissent des situations extraordinairement difficiles. Et vous avez dans la corne de l'Afrique des pays, une partie de la Somalie, le Soudan, l'Érythrée qui est en proie à une guerre civile terrible. Donc on sait bien que, et je pourrais prendre d'autres exemples dans d'autres... Mais c'est un point important, Patrick Stefanini. À ceux qui disent 100% d'exécution des obligations de quitter le territoire français, vous dites ce n'est pas possible. Non, c'est pas possible, on n'y arrivera pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se contenter du taux de 10%. Est-ce que, Patrick Stefanini, on peut lutter, on peut être plus efficace contre l'immigration illégale avec moins de moyens? Je vous pose la question parce que les députés Renaissance ont émis des réserves sur le budget et les 40% de crédits en moins pour lutter contre l'immigration illégale. Ils disent, si on supprime du budget, on n'arrivera pas à faire plus de centres de rétention. On n'arrivera pas à prolonger la durée de rétention des personnes qui précisément sont retenues dans ces centres-là. Est-ce qu'il faut donner plus de moyens aussi financiers à la lutte contre l'immigration illégale? La lutte contre l'immigration clandestine, c'est pas fondamentalement une question de moyens budgétaires. Bien sûr, il faut que la police nationale, la gendarmerie, les douanes, c'est-à-dire tous les services qui assurent le contrôle de nos frontières, disposent des moyens pour le faire. Mais il y a aussi des décisions qui sont purement réglementaires ou purement législatives, c'est-à-dire des décisions purement juridiques qui sont de nature à changer la donne. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, partout en Europe, un étranger qui est en situation irrégulière sur le territoire d'un État membre se voit accorder un délai pour quitter ce territoire. C'est ce qu'on appelle l'application de la directive retour. Une directive européenne. Qui est une directive européenne. Et le délai qui est fixé par la directive retour, c'est un délai qui varie entre 7 jours et 1 mois. La France a fait le choix, depuis le départ, depuis qu'elle a transposé la directive retour, la France a fait le choix du délai le plus long possible, c'est-à-dire 1 mois. C'est une manière d'encourager le passage dans la clandestinité, parce que si vous laissez 1 mois à un étranger pour quitter notre territoire où il se trouve en situation irrégulière, il aura davantage le temps de s'organiser, de changer d'habitation, de trouver un cousin à 200 ou 250 km de son lieu de résidence habituel qui va venir l'héberger pendant quelques mois, etc. Donc, voilà une décision simple qui pourrait consister à réduire ce délai à 1 semaine. Et ça, Patrick Stefanini, ça dépend d'une signature
si je comprends bien, du ministre de l'Intérieur. Non, ça dépend. Ça dépend d'une loi. Ça, oui, il faut modifier la loi. Il faut modifier la loi. Il faut modifier la loi, mais ça ne coûte rien. Ouais. Et ça produit des effets parce que lorsque ce délai de départ volontaire est expiré, l'administration peut mettre à exécution d'office la mesure. Autrement dit, si l'intéressé, dans le délai d'1 mois ou dans le délai de 7 jours, si on le réduit, n'a pas de lui-même quitté le territoire national, l'administration dispose de la possibilité de mettre à exécution d'office cette mesure et elle peut l'accompagner d'une interdiction de retour. Donc, vous voyez, voilà un exemple simple de mesure purement juridique qui ne coûte rien et qui améliorerait l'efficacité de la lutte contre l'immigration clandestine. Patrick Stefanini, est-ce que vous suggérez au ministre de l'Intérieur de reprendre cette proposition? Oui, bien sûr. Puisqu'il souhaite une loi immigration en début d'année prochaine. Elle est sur la table. Oui, il faut... le ministre de l'Intérieur a raison de proposer d'inscrire à l'agenda gouvernemental, et ça a été annoncé par la porte-parole du gouvernement, sur BFM TV, une nouvelle loi immigration. Alors, il faut expliquer à vos téléspectateurs pourquoi. Parce que j'entends dire, et moi-même il m'est arrivé de dire, que la seule réforme sérieuse qu'il faudrait faire en matière d'immigration, c'est de changer la Constitution pour permettre, par exemple, l'instauration de quotas d'immigration. Et je continue à le penser. Il faut changer pour vous la Constitution qui empêche un certain nombre de réformes en matière migratoire. Qui empêche de mettre en place ce que font les États-Unis, le Canada, l'Australie, etc. C'est-à-dire des grandes nations démocratiques qui pratiquent le système des quotas. Si nous ne changeons pas la Constitution, nous ne pourrons pas mettre en place ces quotas. Mais ça ne doit pas nous empêcher. Pour l'instant, il n'y a pas de majorité pour faire cette révision constitutionnelle. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la proposition faite d'une nouvelle loi immigration donne quelques sueurs froides du côté des soutiens de Michel Barnier au sein du bloc central. Oui, mais enfin, il y a de bonnes raisons, même si on ne modifie pas la Constitution, de proposer au Parlement une loi. Moi, j'en vois 3. La première, il faut transposer le pacte européen sur l'asile et l'immigration qui a été signé à la fin de l'année dernière et qui a besoin d'être introduit dans la législation française. Ça suppose une loi sur un certain nombre de points. Deuxièmement, les sénateurs avaient fait toute une série de propositions à l'occasion du vote de la loi Darmanin. Certaines de ces propositions ont été recalées pour des raisons de fond par le Conseil constitutionnel, mais l'immense majorité d'entre elles ont été recalées pour des raisons de procédure. Eh bien, il faut en effet réintroduire ces mesures dans un projet de loi porté par le gouvernement. L'argument du cavalier législatif tombera de lui-même, puisque par définition, ces propositions figureront dans un projet de loi. Et ces propositions, elles sont importantes. Elles visent à mieux réguler le regroupement familial, à mieux réguler l'immigration estudiantine. Vous savez qu'aujourd'hui, le premier flux d'immigration légale dans notre pays, c'est l'immigration des étudiants, suivie de très près par l'immigration familiale. C'est sur ces deux flux qu'il faut agir en priorité. Et puis, il faut également se poser la question des conditions dans lesquelles des étrangers accèdent en France à des prestations sociales pour lesquelles ils n'ont pas cotisé, ce qu'on appelle les prestations non contributives. Mais pour vous, Patrick Stefanini, la loi doit se contenter de reprendre ces dispositions qui ont été rejetées par le Conseil constitutionnel, ou est-ce qu'il faut aller plus loin, puisque vous venez d'évoquer la question du délai de présence sur le territoire français avant de pouvoir être expulsé, si je résume à grands traits. Est-ce qu'il faut rester strictement dans ce qui a été censuré? Non, vous appelez à élargir le spectre. Bien sûr. Mais Bruno Retailleau, me semble-t-il, en est conscient, puisqu'il a lui-même annoncé que dans cette nouvelle loi, il voulait traiter la question de la durée maximale de la rétention. Actuellement, cette durée maximale de rétention en France, elle est de 3 mois, alors que les textes européens nous autorisent une durée de rétention qui peut aller jusqu'à 18 mois. Donc on voit bien que les textes européens nous laissent des marges de manœuvre que nous n'avons pas suffisamment exploitées et que nous pourrions exploiter en faisant voter une nouvelle loi. Est-ce que cette loi immigration doit reprendre des solutions du Rassemblement national? Est-ce que les bonnes solutions sont à piocher dans ce que propose Marine Le Pen? Écoutez, moi j'ai été entendu il y a 8 jours à l'Assemblée nationale par une députée du Rassemblement national, Madame Diaz, qui députée proposait... de Gironde. Députée de Gironde.
qui portait une proposition de loi dans le cadre de la niche parlementaire du Rassemblement national qui va avoir lieu ce jeudi, le 31 octobre. Je lui ai expliqué qu'il me semblait que cette proposition de loi, serait retoquée par le Conseil constitutionnel. C'est celle qui vise à expulser tous les étrangers condamnés avec une peine encourue de plus de 3 ans. D'abord, cette proposition de loi elle a 2 caractéristiques. Elle souhaite que la décision de l'autorité administrative soit automatique. Ouais. C'est-à-dire que l'autorité administrative est compétence liée, d'une part, et d'autre part, elle s'adosse systématiquement aux condamnations. Et ça me paraît être 2 erreurs. Et j'ai expliqué à Mme Dias pourquoi. La première, il faut laisser une marge de manœuvre à l'autorité administrative. Parce que l'expulsion, par exemple, dont on parlait, c'est une mesure de police administrative. C'est pas une condamnation, c'est pas une sanction. C'est une mesure de police administrative. Et le ministre de l'Intérieur et les préfets, qui peuvent en décider, doivent prendre leurs décisions en fonction des circonstances de l'espèce. Donc il ne peut pas y avoir de décision automatique. Et d'autre part, adosser les expulsions systématiquement aux condamnations. Mais qu'est-ce que vous faites des réseaux terroristes dont on sait qu'aujourd'hui, ils peuvent frapper à tout moment, sans préavis, partout sur tout le territoire national, et qui sont composés en partie de personnes qui ne sont pas dans les radars de la police et de la justice, de personnes qui n'ont pas d'antécédents judiciaires, de personnes qui n'ont jamais été condamnées. Mais il n'en reste pas moins que le ministre de l'Intérieur qui surveille ces réseaux, qui a la capacité de les pénétrer, il doit avoir la possibilité d'expulser une personne qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, mais dont le comportement sur le territoire, l'appartenance par exemple à des réseaux qui préparent des actes terroristes, justifie qu'on les expulse du territoire national. Donc pour bien comprendre, vous dites solution inopérante. C'est ce que j'ai expliqué à Mme Dias. Un sujet que vous connaissez également très bien, Patrick Stefanini, c'est l'aide médicale d'État. Vous avez notamment été l'auteur d'un rapport commandé par l'ancienne Première ministre Elisabeth Borne sur le sujet. Ma question est simple. Est-ce que l'aide médicale d'État, comme on l'entend, encourage la clandestinité? Est-ce que c'est une pompe aspirante, pour reprendre une expression communément utilisée? Alors, vous avez utilisé 2 expressions différentes. Oui. À dessein. Avec Claude Évin, nous avons considéré que l'AME n'était pas à l'origine de l'immigration clandestine en France. Moi, je ne crois pas qu'on traverse la Méditerranée à ses risques et périls, puisque traverser la Méditerranée, c'est quand même courir un risque pour sa vie. Je ne crois pas qu'on le fasse pour venir en France bénéficier de l'AME. D'ailleurs, la plupart des gens qui le font ne savent pas que l'AME existe. Et même une fois arrivés sur le territoire national, ils n'ont pas toujours connaissance de l'existence de l'AME. En revanche, ce que nous pensons, et nous l'avons écrit dans notre rapport, c'est que le fait pour un immigré qui est en France et qui est en situation clandestine, il a pu arriver de manière régulière, mais peu importe, il est maintenant en situation irrégulière. Le fait de savoir qu'il peut être soigné et qu'il peut accéder à un panier de soins très large, sans aucune difficulté et gratuitement, c'est effectivement une forme de confort. Et je vais faire le lien avec le sujet des OQTF et je vais vous rappeler quelles sont les pistes dans notre rapport que nous avons proposé au gouvernement. D'abord, je fais le lien avec les OQTF. Aujourd'hui, un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire, et notamment d'une mesure d'éloignement du territoire pour trouble à l'ordre public, il continue à bénéficier de l'AME. Et ça, il faut le changer pour vous. Ça, il faut le changer. On peut pas, il ne peut pas y avoir une partie de l'État qui travaille à améliorer le taux d'exécution des OQTF et une autre partie qui, au nom d'arguments de santé, qui dans l'absolu sont recevables, explique qu'un individu qui a été interpellé, qui a été reconnu comme représentant une menace pour l'ordre public en France, qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement, on lui maintient le bénéfice de l'AME. Ça n'est pas sérieux. Nous avons proposé d'y mettre un terme. Et pour le reste, il faut à la fois réorganiser administrativement le système, il faut plus de rigueur dans la gestion de l'AME, il faut se poser la question du panier de soins,
l'Allemagne, par exemple, exclut du panier de soins ce qu'on appelle les soins programmés pour les maladies chroniques. Nous ne le faisons pas en France. Donc on a le droit de se poser la question, puisque traditionnellement, on compare souvent notre pays avec l'Allemagne. Il faut se poser la question des soins qui pourraient être accordés, mais moyennant une autorisation préalable. Là aussi, l'Allemagne va plus loin que nous. Et puis, il y a une dernière question qui mérite d'être posée, qui est en train d'émerger. C'est l'accès à des soins chroniques des personnes bénéficiaires de l'AME. Donc mieux contrôler les bénéficiaires, mieux contrôler le panier de soins, resserrer les vannes en quelque sorte. Si je résume, Patrick Stefanini, merci d'être venu à ce micro ce matin, 8h53 sur RMC et BFM TV. Bonne journée à vous et bonne journée à tous.